Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus encore une fois dans notre studio de Test Achat pour une nouvelle rencontre avec nos experts. Alors si jamais vous nous rejoignez pour la première fois, Test Achat, qu'est-ce que c'est? C'est une association belge indépendante qui existe déjà depuis 1957 et qui s'efforce, avec toute leur équipe de plus en plus vaste d'experts, de vous guider, de vous orienter, de vous conseiller dans les choix que vous avez à faire tout au long de votre vie en tant que consommateur, que ce soit au niveau énergie, au niveau santé, au niveau alimentation, voiture, électro, peu importe. Il y a vraiment tous les sujets. Aujourd'hui, par exemple, on va parler impôts, on va parler fournisseurs énergie, on va parler vêtements et sécurité chimique, on va parler café aussi. Donc, vous allez voir que le programme de cette émission sera à nouveau très varié avec plein d'experts qui vont venir vous apporter des informations importantes pour pouvoir faire vos choix en votre âme et conscience. Si vous êtes déjà abonné Test Achat, évidemment, vous connaissez notre site internet par cœur. Il y a toujours plus d'informations à y retrouver, des contenus. Vous avez évidemment tous les replays de ces émissions qui y sont disponibles. Et puis, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez déjà aller sur testachat.be. Vous allez voir, il y a déjà une mine de renseignements à y trouver. Mon premier invité est déjà sur le plateau avec moi et il s'agit de Stéphane Dechy, notre expert énergie. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Alors, aujourd'hui, avec toi, on va parler de la possibilité, la nécessité, l'utilité de changer de fournisseur d'énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait changer de fournisseur ? Il existe de multiples raisons. On peut changer de fournisseur parce qu'on a un litige avec son fournisseur actuel, parce qu'on n'est pas content du service, parce qu'on estime que la facture n'est pas suffisamment lisible, parce qu'on recherche un fournisseur plus respectueux de l'environnement. Ce sont toutes des raisons, mais la raison principale reste le prix. Et effectivement, le prix est important parce qu'on constate qu'il y a une énorme différence de prix entre les fournisseurs, entre les contrats, même entre les contrats d'un même fournisseur. Il y a de grandes différences de prix. Alors, pour te donner un exemple, donc si je prends une consommation moyenne en gaz et en électricité, donc qu'est-ce que c'est une consommation moyenne? Bon, c'est 3500 kWh en électricité, c'est 17 000 kWh en gaz. Eh bien, pour cette consommation-là, si je prends Bruxelles, par exemple, parce que c'est régionalisé, donc si je prends Bruxelles... Ça veut bien simplifier tout voilà, c'est encore plus compliqué. Si je prends Bruxelles, eh bien, la différence entre le contrat le plus cher et le contrat le moins cher, on oscille autour de 500 € par an. Ah oui, c'est quand même une fameuse différence. Entre les extrêmes. Si je prends la Wallonie, c'est même plus. Là, on arrive à des différences qui oscillent entre 800 et 900 € par an. D'ailleurs, la CREG, donc le régulateur fédéral, a annoncé récemment que plus d'1 million de ménages payait son énergie jusqu'à 1 000 € trop cher par an. Donc il y a vraiment une grande marge, un gros potentiel d'économie à faire. Et on sait qu'à ce niveau, en fait, les consommateurs ne sont pas suffisamment informés parce que les 10 contrats les plus chers s'approprient 50% du marché. Alors qu'à l'inverse, les 10 contrats les moins chers, c'est même pas 10% du marché. Donc on voit vraiment qu'il y a un effort d'information à faire pour le consommateur, et ça c'est notre job en fait, mais le potentiel d'économie est effectivement important. Mais effectivement. Alors, je fais une petite parenthèse ici, puisqu'on a découvert que parmi les personnes qui suivent nos émissions sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur notre page de Test Achat, il y en a beaucoup qui nous regardent depuis la France, depuis la Suisse, parfois même partout dans le monde. Ici, on est vraiment sur une thématique purement belge. Donc, désolé, malheureusement, on ne va pas pouvoir comparer les fournisseurs d'énergie dans d'autres pays. Mais par contre, ici, en Belgique, qui sont les fournisseurs? Quelle est l'offre disponible? Donc, Stéphanie, tu dis que l'énergie, c'est purement belge, effectivement, mais c'est surtout régional. Parce qu'en fait, on a en Belgique 3 marchés, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. Ce sont 3 marchés différents, avec des fournisseurs différents. Les fournisseurs qui sont présents en Wallonie ne sont pas spécifiquement présents en Flandre, quoique si, c'est plutôt l'inverse qui ne se passe pas. Donc certains fournisseurs en Flandre ne sont pas présents en Wallonie. Alors combien de fournisseurs? Donc ça dépend. À Bruxelles, on a 3 fournisseurs. Donc on a Engie, Total Energy et Bolt, qui est peut-être moins connu. Et on a un 4e qui est Luminus, mais de façon plus anecdotique, parce que Luminus est présent à Bruxelles, mais ne prend plus de nouveaux contrats. Donc on a 3 fournisseurs actifs à Bruxelles, c'est pas beaucoup. Alors en Wallonie, on en a 9.
donc c'est un peu plus. Je vais les citer, je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur. Il faut un copion à un moment donné, il faut accepter. Je vais les citer par ordre alphabétique, donc sans aucun jugement de valeur. Donc on a Cositer, bon c'est pas tellement connu. On a DATS, donc DATS c'est le groupe Colruyt. On a Elegant, donc Elegant c'est un fournisseur néerlandophone qui est maintenant présent sur le marché francophone. On a Eneco, on a Engie, forcément, Luminus, Mega, Octaplus et le dernier Total Energy. Donc on a 9 fournisseurs en Wallonie. Donc ça représente une trentaine de contrats différents. Donc on a en fait à Bruxelles une dizaine de contrats. Donc pour le gaz, pour l'électricité, chaque fois une dizaine. Et en Wallonie, donc le consommateur a le choix entre une trentaine de contrats. D'accord. Bon, et maintenant que je sais qu'il y a tout ça qui existe sur le marché, comment est-ce que je fais pour comparer? Qu'est-ce que je dois préparer comme données ou comme information pour pouvoir commencer à faire mes recherches? Alors, c'est très simple, en fait. Donc, il faut utiliser un comparateur tarifaire. Donc, Testachat a sur son site, bien sûr, un comparateur tarifaire que l'on gère depuis des années déjà. Donc, on a une grande expérience et il est constamment mis à jour. Donc, la première chose à faire, c'est regarder sur un comparateur tarifaire et prendre en compte son profil de consommation, en fait. Donc, son profil de consommation, il faut connaître sa consommation en kilowattheure pour l'électricité et pour le gaz. Ça, c'est la façon d'avoir un calcul le plus précis possible. C'est vraiment connaître sa consommation et on la retrouve sur sa facture annuelle de régularisation, par exemple, ou en demandant à son fournisseur. Si on ne connaît pas sa consommation, eh bien, le comparateur permet, avec quelques questions, d'arriver à une estimation. Donc, on va demander, est-ce que tu as une petite consommation, une consommation moyenne, etc. Donc, on va estimer, mais c'est toujours mieux d'avoir des chiffres précis, évidemment, pour avoir un calcul précis. Si c'est un premier appartement, par exemple, un jeune qui s'installe ou bien une situation de ménage qui change, on ne va pas forcément pouvoir se baser sur ce qui précède parce que ce ne sera pas la même chose. Non, tout à fait. Et donc là, avec quelques questions, donc on peut donc estimer la consommation suivant que la personne habite seule, à deux, avec un appartement, etc. Donc on peut estimer comme ça. Donc il faut connaître son profil de consommation plus ou moins. Et ensuite, on répond à quelques questions. Donc quel type de compteur? Donc compteur simple, compteur bi-horaire, exclusif nuit ou pas pour ceux qui ont le chauffage électrique. Bon, ça c'est rare, c'est moins de 10% de la population, je pense. Donc on répond à quelques questions simples. Est-ce qu'on a des panneaux photovoltaïques ou pas? Et puis on a directement le classement. Et donc avec ce classement, en fait, on peut faire son choix, donc en fonction du prix principalement. Il y a d'autres informations que l'on retrouve comme des scores de satisfaction. Donc il y a plusieurs informations qui sont données et on fait son petit shopping dans l'éventail de choix. Et donc c'est tout en fait. Ce sont les éléments dont il faut disposer. Ce sont donc les consommations en kilowattheure. Alors après, lorsqu'il y a le changement effectif, on doit disposer de son code EAN. Donc chaque compteur a un code EAN, donc c'est un code à 18 chiffres qui commence par 54. Il se trouve également sur les factures de régularisation. Et donc ce code EAN, à un certain moment, si on fait le switch effectif, on aura besoin d'introduire ce code. Oui. Bon, et imaginons qu'on fasse ce switch effectif. Combien de temps ça prend avant qu'il soit effectif? Ça va assez vite. Donc il y avait un délai de préavis d'1 mois. Alors aujourd'hui, c'est un délai de préavis de 3 semaines. Donc ça veut dire qu'au plus tôt, si tu changes de fournisseur, ton contrat va débuter dans les 3 semaines. Tu peux demander au fournisseur qu'il débute sa fourniture un peu plus tard. Donc tu peux mettre, supposons que tu switches aujourd'hui, tu peux dire au fournisseur, mais moi je veux que mon contrat débute à telle date parce que il y a telle et telle circonstance qui entre en considération. Mais encore une fois, c'est très facile parce que c'est le nouveau fournisseur qui va gérer ça à ta place en fait. Puisque c'est le nouveau fournisseur qui prend contact avec l'ancien et qui va veiller à ce que le switch se passe correctement sans préjudice pour toi. Donc en fait, pour toi, c'est très simple. Tu contactes ton nouveau fournisseur et il fait le nécessaire. Donc au niveau des dates, il y a juste ce préavis dont il faut tenir compte. Alors pour les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques et un compteur qui tourne à l'envers, donc qui bénéficie encore de la compensation, c'est la majorité des cas en Wallonie, là il y a une autre date à tenir en compte. Il faut demander au fournisseur que le switch se passe en fait au moment de la transmission annuelle des compteurs. Donc au moment de la notification des compteurs, donc chaque année on remet ses compteurs, et bien idéalement pour les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques et un compteur qui tourne à l'envers, il faut faire le switch à ce moment-là et pas au milieu de l'année pour éviter d'avoir une facturation scindée qui va faire perdre en fait une partie du bénéfice lié à la production. Et compliquer la manœuvre aussi, compliquer les choses pour vérifier que c'est bien correct. Voilà, tout à fait. Alors, pas mal de fournisseurs proposent des offres de bienvenue, justement pour attirer les consommateurs. Est-ce que c'est intéressant ?
Alors c'est certainement intéressant parce que certaines promotions sont vraiment importantes et d'ailleurs pour certains ça devient même un sport de choisir son contrat d'énergie en fonction des promotions de bienvenue. Certaines personnes changent chaque année uniquement en fonction des promotions de bienvenue parce qu'effectivement on peut faire ça bien sûr. Donc c'est effectivement intéressant. Alors comme dans tout il y a parfois des petits caractères dont il faut tenir compte, donc il faut bien faire attention. Certaines promotions sont assorties de conditions. Par exemple, tu dois rester client pendant 1 an pour avoir droit à cette réduction de bienvenue. Donc, il y a parfois des petits caractères. Donc, toujours bien faire attention aux conditions. Mais c'est vrai que généralement, quand un fournisseur lance une promotion, dans beaucoup de cas, ce sont des promotions vraiment intéressantes. Alors, il y a parfois des façons de montrer la promotion qui sont un peu critiquables parce que, et ça se passe souvent en énergie, on a parfois des annonces qui disent, voilà, nous vous offrons 500 kWh gratuits. Alors évidemment, pour quelqu'un qui a une petite consommation, il se dit, ça va, j'aurai une facture quasiment de zéro en fait. Mais quand un fournisseur dit 500 kWh gratuits, il faut savoir qu'il annonce une promotion uniquement pour sa partie, la partie fourniture. Mais à côté de ça, il y a la distribution, il y a le transport, il y a les cotisations et taxes. Et ça ne s'est pas touché par la promotion. Donc lorsqu'on dit 500 kWh gratuits, oui, mais c'est uniquement sur la partie fourniture, c'est pas sur toute la facture. Donc ça, c'est un petit peu à relativiser. Mais donc en général, ces promotions, oui, il faut en profiter. Et comme je te le disais, pour certains, c'est devenu un sport. Et dans le comparateur test-achat, il y a un chapitre pour les petits caractères ou justement pour ces pièges-là, vous avez des endroits où vous attirez l'attention là-dessus? Alors oui, dans les publications, sur le site internet, bien sûr. Dans le module de calcul, donc le comparateur, toutes les promotions sont indiquées et évidemment, les conditions sont indiquées également, oui. Bon, et en parlant des petits caractères, est-ce qu'il y a des clauses contractuelles particulières dont il faut avoir connaissance, dont il faut se prémunir? En général, je vais dire au niveau légal, au niveau juridique, il n'y a pas vraiment de problème, pas vraiment de clauses contractuelles qui pourraient mener à des conflits. On ne s'engage pas en signant avec son sang pour les 30 années à venir. Du tout. Non. Bon, il y a quelques clauses qui méritent l'attention. C'est par exemple la redevance fixe. Donc à côté des kilowattheures, mais on paye une redevance fixe qui peut varier d'une 60aine d'euros par contrat jusqu'à une 100aine d'euros par contrat. Donc pour les 2 contrats, ça fait tout de suite beaucoup. Et cette redevance fixe, certains fournisseurs la calculent au prorata, ce qui est tout à fait correct, mais certains fournisseurs la facturent par année entamée. Donc si tu quittes ton contrat après 4-5 mois, tu paies l'entièreté de la redevance fixe. Donc ça, c'est une petite clause à laquelle il faut faire attention. Alors bien sûr, connaître le type de tarif dont tu disposes, le tarif fixe ou bien le tarif variable. Donc si tu as un tarif fixe, le tarif va rester fixe pendant toute la durée de ton contrat. Si tu as un tarif variable, il va varier en fonction des cotations en bourse. Sinon, tenir compte aussi de la durée du contrat éventuellement, quoique la majorité des contrats maintenant sont des contrats d'1 an. Mais donc, à part ça, il n'y a pas vraiment de clause qui pourrait poser problème. Ok, une dernière question alors, puisque j'ai l'impression que la boucle est presque bouclée. Il y a encore d'autres conseils que tu aurais à adresser aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient changer, mais n'osent pas franchir le pas? Donc, je dirais, il n'y a aucun risque à changer de fournisseur d'énergie, parce qu'en fait, en changeant de fournisseur, on change uniquement comment pourrais-je exprimer ça, d'interlocuteur pour la facture. C'est-à-dire que le gaz va continuer à arriver, l'électricité va arriver, ce sera la même qualité puisque c'est le même produit, donc on change juste d'émetteur de facture. En fait, c'est uniquement ça. Donc il n'y a aucun risque puisque l'approvisionnement est garanti par le gestionnaire de réseau. Donc, sûrement, ça vaut la peine de comparer quand même à tête reposée, donc ne pas se jeter sur la première offre venue, parce qu'on le sait, donc en énergie, il y a des démarchages, et on sait combien le démarchage peut poser problème, quoique maintenant il est un peu mieux encadré. Oui, mais il y a eu du porte-à-porte à un moment donné. Moi, j'ai quand même eu des gens qui sont venus sonner chez moi. Oui, mais ils ne peuvent plus maintenant faire signer un contrat, donc ça vient de changer, mais ça reste quand même une pratique commerciale plus que douteuse, à mon sens en tout cas. Donc se méfier du démarchage parce qu'on ne peut pas comparer suffisamment. Et donc pour le reste, oui, donc on doit changer quand c'est possible si on estime qu'on paye trop cher son énergie. Et donc pour cela, actuellement, Test-Achat a mis en place une action avec Mega, donc le fournisseur Mega, et on a pu donc négocier avec Mega 2 contrats, en fait, un contrat à prix fixe et un contrat à prix variable,
que l'on retrouve bien sûr sur notre site internet, à des conditions qui sont quand même particulièrement avantageuses. Eh ben, bravo, merci beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, la capsule contrat-fixe, contrat-variable qu'on a enregistrée ensemble déjà il y a quelques temps est toujours disponible, évidemment, sur le site de Test Achat et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous regardez ces émissions. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane, d'être venu discuter avec moi de ce sujet. À bientôt. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Alors, on a un nouveau sujet maintenant à aborder ensemble. On va parler finance. Encore un sujet très belgo-belge puisqu'on va parler impôts. Et c'est Thomas Egalinck qui vient me rejoindre, notre expert finance maison. Bonjour Thomas, bienvenue à toi. Bonjour Stéphanie. Alors on va peut-être régler un tout petit peu le micro à la bonne hauteur. Sinon, voilà, ça c'est mieux. Là, je pense que c'est bon. Oui. Sinon, moi, je ne te voyais pas. Il arrivait entre. Est-ce que tu me vois bien là? Je te vois très bien, c'est merveilleux. Alors avec toi, on va parler rétraction d'impôts pour la garde des enfants. Bon, alors, pour cadrer... On va parler plutôt de réduction d'impôts. Réduction, oui, voilà. Parce que rétraction, c'est un mot qui me semblait un peu bizarre. Donc, réduction d'impôts, ça me parle d'être tout de suite beaucoup plus. Et pour être un peu plus clair, un peu plus précise, tout le monde, vous savez, j'espère que vous devez rentrer votre déclaration d'impôt d'ici peu, hein, pour le 15 juillet au plus tard pour la plupart d'entre vous. Et donc, notre service juridique reçoit énormément de questions sur tous les aspects possibles et imaginables de leur déclaration fiscale. Et une des questions qui est arrivée dans notre boîte mail a vraiment retenu notre attention. Donc, je vous la pose, je vous la raconte. Mes enfants sont membres d'un club de sport et participent également à des camps sportifs pendant les vacances. Ça coûte certainement beaucoup d'argent, mais il me semble qu'on pourrait peut-être déduire ces dépenses des impôts. Est-ce que c'est exact? Et c'est ma première question pour toi. Alors, c'est exact, mais je vais plutôt répondre par oui et par non. Non dans le sens où quand vous adhérez à un club sportif, par exemple, donc les frais d'adhésion au club sportif, ça, vous ne pouvez pas les déduire fiscalement. Toutefois, effectivement, quand vous inscrivez après vos enfants à au sein du club sportif, donc à des stages sportifs ou ce que tu appelles, toi, des camps sportifs pendant les vacances, là, il est tout à fait possible de déduire partiellement une partie des frais d'inscription donc dans votre feuille d'imposition. Et donc, c'est ce que tu disais au départ, cette réduction d'impôt, ça a un terme, c'est la réduction d'impôt pour les gardes d'enfants. D'accord. Donc, ça ne reprend pas l'abonnement au club sportif, mais bien le camp, le stage. Voilà, tout ce qui concerne en fait une partie des frais d'inscription à ces stages. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'on peut préciser un peu plus le type des gardes d'enfants qui donnent droit à cette réduction d'impôt? Est-ce qu'on peut élargir un peu la description? Alors oui, bien sûr. En fait, il y en a 3, tout simplement. Donc, la première, c'est vraiment les gardes d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, on va vraiment englober là-dedans tout ce qui est crèche. Ensuite, il va y avoir les gardes d'enfants en fait avant et après l'école. Donc, tout ce qui est en fait accueil après l'école, accueil pendant les heures de lunch ou aussi accueil pendant les jours de congé. Mais pour vraiment la troisième catégorie, ça répond plus spécifiquement en fait à la question de notre abonné, à savoir tout ce qui est camp sportif, colonie de vacances. Là, ça va être possible effectivement de déduire. Ces stages sportifs, c'est pas uniquement que les stages sportifs, ça va aussi être applicable à tout ce qui est stage linguistique ou aussi ça peut être du sport, hein, voilà, stages musicaux ou autre chose. Oui, ça peut être du sport effectivement. Mais donc voilà, la condition en fait, c'est que l'enfant ait moins de 14 ans, donc la garde d'enfant est déductible jusqu'au 14e anniversaire. Et il faut aussi que l'activité soit organisée par un organisme qui est agréé. Donc d'où l'importance en fait de vraiment vérifier avec l'organisme auparavant, avant de s'inscrire, si cet organisme est agréé. Et pour revenir un petit peu sur la question de notre abonné, sur l'exemple, donc vous inscrivez par exemple vos enfants à un club de sport, donc vous payez des frais de cotisation, vous payez des frais d'adhésion, et puis pendant les vacances, donc justement les vacances du printemps, les vacances d'été, vous allez donc payer ces fameux frais d'inscription au stage ou au camp d'été. Donc les frais d'adhésion, ça, vous ne pouvez pas les déduire, mais les frais d'inscription, on est bien d'accord que ça, partiellement, ça peut être déduit. Ok, donc tu dis partiellement. Quel est le montant exact de cet avantage? Alors, pour l'exercice d'imposition 2024, si je ne me trompe pas, il est possible en fait de rentrer, donc de déduire jusqu'à 15,70 €, donc par jour et par enfant, ce qui donne en fait à peu près une réduction d'impôt de 45%. Donc, pour chaque jour de garde d'enfant, si vous voulez, vous pouvez récupérer, donc si on fait un petit calcul, ça fait 15,70 fois 45%, on arrive en net à 7,06
euros. Ce qui veut dire que, par exemple, une famille qui a 3 enfants, qui les a fait partir, pour lesquels chacun est parti en fait en colonie de vacances plusieurs semaines en 2023, si on fait un petit calcul, on peut récupérer quand même jusqu'à plusieurs centaines d'euros, en tout cas un chiffre assez intéressant auprès du fisc. D'accord. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que pour tout ce qui est parents isolés, donc pour les familles monoparentales à revenus, je dirais, plus faible, la déduction fiscale, elle peut monter jusqu'à 75%. Donc oui, la réduction d'impôt peut augmenter jusqu'à 75%. Et c'est aussi important à savoir que c'est une réduction d'impôt qui s'applique sur les 3 régions en Belgique. Donc que vous habitiez à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie, cette réduction d'impôt existe. Donc peu importe où on habite et peu importe où on envoie son enfant en stage ou en garderie, si Exactement, on oui, garde parce que c'est valable sur tout le territoire, de toute manière. Ok. Et bon, ça c'est donc visiblement c'est assez complexe quand même. Hein. Il faut encore trouver son chemin dans qu'est-ce qui est quoi. J'espère d'ailleurs que les organisateurs agréés communiquent bien sur le sujet. Mais une fois qu'on a ces infos-là, où est-ce qu'on déclare ça sur sa feuille d'impôt ? En principe, l'administration fiscale a déjà fait le travail pour vous. Donc, a pré-rempli, en fait, si vous voulez, votre déclaration d'impôt. Donc, quand vous allez, en fait, pour voir votre déclaration d'impôt, c'est déjà pré-rempli. Parce qu'elle s'est servie, en fait, des informations, des montants qui ont été communiqués par l'organisateur agréé, donc de la garde d'enfants. Maintenant, si vous voulez vraiment, en fait, trouver ça sur votre déclaration fiscale... Pour s'assurer que c'est bien correct voilà, et qu'il y est bien. Exactement. Il faut aller sur si je ne me trompe pas, le cadre 10, donc, sous le code 384, vous pouvez retrouver ça. Et donc, vous recevez aussi normalement de l'organisateur de la garde d'enfants une attestation. Sur cette attestation, donc, normalement, sont mentionnés les montants qui sont déjà déduits dans la feuille d'impôt. Et donc, d'où l'importance quand même pour vous de comparer entre ce que vous avez sur l'attestation et ce qui est déjà pré-rempli pour voir si c'est juste. Il faut toujours tout vérifier. Hein. On en a déjà parlé dans d'autres capsules aussi. Exactement. Et c'est aussi important de dire qu'il faut garder cette attestation parce qu'elle peut vous être demandée à n'importe quel moment. Comme preuve. Voilà, comme preuve par le fisc. Il ne suffit pas d'ajouter des chiffres au hasard dans la colonne. Il faut avoir quelque chose à montrer. Le fisc, ils aiment bien ça. Hein. Bon, alors, on va arriver tout doucement au bout de ce sujet. Tu disais que les cotisations ne pouvaient pas être déduites des impôts, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même récupérer un peu d'argent sur ces cotisations par un autre biais ? Eh bien, figure-toi que si. Il est tout à fait possible, en fait, de récupérer en fait, les cotisations que vous payez, une partie, en tout cas, des cotisations que vous payez pour votre club de sport à travers votre mutuelle. Alors ça c'est un avantage qui ne s'arrête pas simplement aux enfants de votre famille, ça peut concerner tous les membres de la famille. C'est-à-dire que tout le monde, en particulier, s'il est inscrit à un club de sport, peut récupérer donc une partie de ses cotisations. Donc, ça, par contre, il faut voir, en fait, selon les différentes mutuelles, les montants ne sont pas les mêmes. Mais généralement, on va dire, on a une fourchette entre 15 € par an jusqu'à 100 € par an qui peuvent être remboursés pour les cotisations des clubs de sport. C'est vraiment à vous de comparer. Mais là, c'est uniquement pour les clubs de sport. La mutuelle ne couvre pas les stages de musique, ça, c'est pour les clubs stages de sport. Langue. Ça, c'est les frais d'adhésion ou les cotisations que vous payez à votre club de sport. D'accord. Il y a une justification quand même. Il y a une justification. Ça se comprend. Ok, ben merci beaucoup. Et donc, mais je t'en prie. Une fois de plus, si jamais vous avez plus de questions, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site internet de Testachat. Si vous n'y trouvez pas encore votre réponse, parce que c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont très complexes avec beaucoup de sous-chapitres et de sous-sous-sous-chapitres. Mais vous nous envoyez un mail si jamais vous avez encore des questions et puis on tentera d'y répondre. Ce sera toi ou bien peut-être l'un ou l'une de tes collègues. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi Stéphanie. Et à très bientôt. À très bientôt. Eh bien, nous allons maintenant changer de sujet. On arrive à un sujet concernant l'environnement et la sécurité chimique. Et j'invite d'ailleurs notre experte à ce sujet, Karine Deschamps, à venir me rejoindre. On va parler de plateformes de vente en ligne. Ça fait un peu suite à une autre capsule qu'on a déjà enregistrée. Et ici, bonjour à toi. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. On va parler du site Shein, je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, j'ai toujours entendu Shein. Toi, tu as toujours entendu Shein. Oui, mais je vais changer. Tu vas changer ? Je pense que Shein, ça fait plus dans l'air du temps. Oui. D'accord. Eh bien, on va parler de cette plateforme-là. On va parler surtout de l'aspect santé ou nocivité de certains des produits. Mais avant de parler de tout ça, je pense qu'on va baisser le micro encore un peu. Oui. Est-ce que je t'aide ? Voilà, c'est mieux comme ça ? C'est peut-être un peu trop. Oui, si ça tient. Ça va. C'est ici. Voilà. Voilà. Oui ? Oui, je pense. Je vais tenir le pied. Tu mets la main sur le pied ? Oui.
On doit tout savoir faire dans ce studio. Hein, voilà. Et si tu recules encore d'un pas vers ta droite, tu seras vraiment en face du micro. Et comme ça, on est sûr de bien t'entendre. Ok. Tout va bien comme ça? Voilà. Tout à fait. Et on me fait signe en régie ça va? que tout est parfait. Merci pour votre patience à toutes et à tous. Ces petits réglages pour que ce soit plus confortable pour vous aussi, évidemment, de suivre cet échange que je vais avoir avec Karine maintenant. Donc, on parle de la plateforme Shein et surtout des produits qu'il propose. On avait déjà plus ou moins abordé ce genre de thématique avec la plateforme de vente Temu lors d'une précédente capsule et avec la procédure que Testachat avait intentée à leur égard. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez testé, Testachat a testé les produits de Shein. Pourquoi? Comment? Explique-moi un peu tout ça. Je vais tout expliquer. Donc, en fait, au départ, effectivement, nos collègues d'Altro Consumo, donc nos collègues italiens, en 2023, ont sélectionné toute une panoplie de produits sur la plateforme Temu pour pouvoir vérifier leur conformité par rapport aux réglementations. Je précise bien que là, il n'y avait pas eu de test de sécurité chimique en laboratoire, mais déjà au niveau de la composition qui se trouve sur les étiquettes, par exemple des cosmétiques, ils avaient pu donc déterminer que certains produits n'étaient pas conformes par rapport à la législation. Et ça, c'est effectivement le sujet de notre autre capsule que je vous invite à aller revoir d'ailleurs. Et donc, ça nous a interpellés. Et une autre étude qui nous a interpellés aussi, c'est l'étude de Greenpeace Allemagne de 2022, qui, eux, ont carrément ciblé la plateforme Shein. Donc, ils ont choisi 47 vêtements et chaussures achetés sur la plateforme Shein et ils ont apporté ces produits en laboratoire pour essayer de déterminer si ces produits contenaient des substances chimiques indésirables et potentiellement nocives pour la santé. Et malheureusement, oui, ils ont trouvé notamment 7 produits qui dépassaient carrément les normes réglementaires européennes de la réglementation REACH, mais également 15 produits dans lesquels ils ont trouvé des substances dangereuses en des quantités vraiment préoccupantes, mais en dessous des normes. Donc, ces 2 études, en fait, nous ont interpellés et on s'est dit, bon, on va un peu vérifier nous-mêmes, Testachat, en achetant des produits donc livrés en Belgique, des produits, nous avons ciblé les produits pour enfants, donc 25 vêtements et chaussures destinés à des enfants et à des bébés. Et nous avons voulu savoir si on y trouvait des substances chimiques dangereuses et même toxiques. Et bon, il faut savoir que pour les enfants, ça peut être vraiment, ça peut avoir des lourdes conséquences puisque les enfants sont plus vulnérables que les adultes par rapport à tout ce qui est exposition chimique. Et donc ici, quel a été le résultat de cette analyse? Voilà, donc les résultats sur les 25 produits. Nous en avons trouvé 10 qui contenaient des substances dangereuses. Dans ces 10, il y a une paire de chaussures qui contient carrément des substances au-delà des normes réglementaires REACH, mais à des quantités, par exemple pour les phtalates, nous avons 340 fois la norme européenne, donc de dépassement, pour du DEPH. Donc c'est un phtalate qui est reconnu comme perturbateur endocrinien. Alors, pour les enfants, ça peut avoir des répercussions assez terribles sur leur santé à long terme. Oui. Donc, dans ces chaussures, on a également trouvé du formamide. C'est une substance, en fait, que les fabricants utilisent dans la production du matériau EVA, donc c'est une sorte de plastique. On en avait déjà trouvé dans un test précédent dans des puzzles pour enfants, des tapis puzzles pour enfants. On avait trouvé cette substance qui est reprotoxique et qui, manifestement, ne doit pas se trouver dans des objets qui sont en contact avec des enfants. Ben oui, et voilà. Donc, nous avons trouvé, comme je l'ai dit, des phtalates, donc du DP, DBTP et DHP, en quantité au-delà des normes, mais très grande quantité. Il faut savoir que ces 2 phtalates sont aussi reconnus comme perturbateurs endocriniens, donc avec des effets nocifs sur la santé des enfants à long terme. Et nous avons trouvé du plomb. Alors le plomb, mystère, on ne sait pas d'où il peut provenir,
parce qu'il s'agit de chaussures en plastique, donc souples. Oui, ça n'a pas de sens. Oui, le plomb est parfois ajouté pendant la production des textiles pour fixer les couleurs et pour éviter que les couleurs ne se décolorent. Mais ici, il est possible que ce plomb provienne de matériaux recyclés. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que ces chaussures ont peut-être été fabriquées pour certaines parties avec du plastique recyclé qui contenait du plomb. Parce qu'il n'y a pas encore de législation au niveau de l'utilisation de matériaux recyclés, malheureusement. Et donc, bon, voilà, la constatation, c'est qu'on a trouvé du plomb dans les chaussures. Et nous avons aussi des substances qui s'appellent les éthooxylates de nonylphénol, mais là en concentration inférieure à la norme réglementaire, mais qui est une norme très sévère, puisqu'en fait, il s'agit de 100 mg par kilo. Cette norme a été fixée récemment par l'Europe, justement, parce l'Europe s'est rendu compte que ces substances étaient très toxiques, notamment pour l'environnement, pour les poissons, puisqu'en fait, ces substances sont utilisées dans la production au niveau du lavage industriel des textiles. Et donc, ces substances partent avec les eaux usées et se retrouvent dans les rivières. Là, elles se décomposent en nonylphénol, qui sont des substances toxiques pour les poissons et qui sont bioaccumulables, c'est-à-dire qui ne disparaissent pas dans l'environnement et qui s'accumulent dans les graisses des poissons. Puis, les poissons rentrent dans la chaîne alimentaire, mais également, lorsque ces substances se retrouvent dans les boues d'épuration, en passant dans les stations d'épuration, ces boues sont utilisées souvent en agriculture. Ah oui. Et donc, on va les épandre sur les champs, et puis ça va de nouveau intégrer la chaîne alimentaire et se retrouver de nouveau dans nos assiettes. Donc ça n'est pas rassurant. Ils sont partout. Et très, très concrètement, quels sont les effets possibles sur la santé? Ici, tu parlais des perturbateurs endocriniens, mais quel est le risque réel? Parce que c'est vrai que Shein n'aurait pas le succès qu'il a s'il n'y avait pas une vraie demande. Et moi, j'ai souvent entendu des gens me dire « Oui, mais les vêtements pour enfants, c'est tellement cher, ils les usent tellement vite. Moi, je dépense pas des fortunes pour les petits shorts, pour les petits maillots de bain qui vont servir un seul été, et encore même pas forcément l'été en entier. » C'est quoi le risque réel pour les enfants qui les portent? Mais ça, je vais vous dire, c'est un choix personnel. Est-ce que vous préférez faire des économies financières et mettre la santé de votre enfant en péril? Voilà, il faut savoir ce qui est primordial pour vous. Et effectivement, les effets immédiats, ça va dépendre d'un enfant à l'autre, puisque ce sont des allergies qui peuvent apparaître, des allergies cutanées, des eczémas, des dermatites. Mais les effets les plus pervers sont surtout des effets à long terme. Justement, quand les vêtements qui contiennent des perturbateurs endocriniens sont en contact avec les enfants qui mettent tout en bouche jusqu'à un certain âge, ces perturbateurs endocriniens peuvent affecter leur santé tout au long de leur vie d'adulte. Oui. Et donc, il faut savoir que les enfants sont plus vulnérables que les adultes à l'exposition des substances toxiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en plein développement. Donc, leurs organes ne sont pas encore aptes à se défendre contre l'agression de toutes ces substances toxiques. De plus, dans le cas de ces substances qui sont des perturbateurs endocriniens, ces perturbateurs vont justement perturber leur système hormonal, donc pour la puberté. Ça peut mener à des stérilisations pour les garçons, ça peut mener à des pubertés précoces pour les filles, mais on s'est aussi rendu compte que ça agissait sur le système immunitaire. Donc ça engage quand même leur vie d'adulte. Ça peut créer le diabète, ça peut créer l'obésité. Effectivement, ce sont des substances très dangereuses pour les enfants. Et nous estimons que même si nous n'avons trouvé qu'un seul produit qui dépassait les normes réglementaires, le fait que nous trouvions d'autres produits qui contiennent ces substances dangereuses, même en quantité moindre, ce n'est pas normal. Ce sont des substances toxiques qui ne doivent pas être en contact avec les enfants et les bébés, puisqu'il y a des produits, des articles qui n'en contiennent pas. Donc c'est possible. C'est une question de cahier de charge de Shein et de contrôle, justement, de leur part. Ils doivent contrôler la production de leurs produits, mais manifestement, ce n'est pas bien fait.
bien que Shein a réagi à notre test par un communiqué de presse prétendant faire 400 000 contrôles de sécurité chimique annuels. Bon, j'ai fait un rapide calcul en fonction du nombre d'articles nouveaux qu'ils mettent sur le marché qui est mis chaque jour. Chaque jour. Oui, jusqu'à 10 000 nouveaux produits par jour, entre 5 000 et 10 000 nouveaux produits par jour. Donc, en faisant une règle de 3, on arrive à plus ou moins 15% de contrôle déclaré par Shein, mais sans preuve. Hein. Donc, c'est facile de dire, de lancer un chiffre comme ça, 400 000. Mais même en imaginant qu'ils le fassent sérieusement, ça veut dire qu'il reste encore 85% de produits qui ne sont pas contrôlés. Exactement. Et qui peuvent être totalement... Et ça, je pense que les consommateurs qui achètent des vêtements et des chaussures sur ces sites, parce qu'il n'y a pas que Shein, hein, il y a aussi d'autres plateformes d'ultra fast fashion qui vendent le même type d'articles. Quand on achète ces produits-là, pour ses propres enfants, on n'imagine pas, on pense que tous ces produits sont contrôlés, qu'il n'y a aucun danger pour les enfants, autrement on ne les achèterait pas, hein, à moins d'être vraiment mauvais parents. Mais bon. Donc il faut vraiment que les gens se rendent compte que quand ils achètent un article sur ce type de plateforme, eh bien, ils achètent un chat dans un sac. Oui. Alors ils peuvent bien tomber, et donc ils peuvent, effectivement, il y a des produits de qualité hein, sur ces plateformes qui sont vendus, où ils peuvent très mal tomber, mais alors le risque pour les enfants est quand même grand. Oui. Parce que il y a aussi difficilement calculable à long terme, parce que ça peut être des choses qui vont se déclencher dans 20 exactement. ans, dans 30 ans. Et en plus, ça fait partie de ce qu'on appelle l'effet cocktail, de l'exposition des enfants à toutes les substances chimiques dangereuses. Les enfants sont vraiment quotidiennement exposés à ces substances via l'alimentation, via les jouets, via donc les vêtements, les chaussures, mais aussi tout ce qui est meubles, ameublement. Mais même dans l'air, il y a des substances toxiques, il y a des perturbateurs endocriniens, l'eau. Mais donc n'en ajoutons pas plus. Voilà, c'est ça, exactement. Là où on a un pouvoir de limiter l'exposition, c'est là qu'on doit agir. Oui. Parce qu'on peut difficilement courir tout nu pour se protéger, surtout avec le climat belge. Je ne pense pas que ce soit une excellente idée. Non, Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Justement, mais non, il y a plein d'alternatives en fait. Hein. Moi, en tout cas, je déconseille tout à fait les achats sur cette plateforme, mais pas que cette plateforme. Bon. Et donc sur les autres plateformes d'ultra fast fashion, parce que c'est un risque pour la santé, mais c'est aussi un impact environnemental conséquent. Et aussi une responsabilité éthique et sociale. Hein, parce qu'il faut savoir que ces plateformes ont des modèles économiques qui ne sont pas très respectueux de leurs ouvriers notamment, etc. Donc leur seul but, c'est de faire de l'argent. Et elles y parviennent bien, parce qu'en fait, il faut savoir que Shein a quand même eu un bénéfice annuel en 2023 de plus de 2 milliards de dollars. Donc Shein est en pleine explosion. Et je pense que, franchement, si j'ai un conseil à donner aux consommateurs, c'est de ne pas participer à cette explosion financière qui est dommageable. Voilà, dommageable autant pour l'environnement que pour la santé de vos enfants et que pour vous-même, hein, puisque, en plus, toutes ces substances chimiques se retrouvent dans l'environnement lorsque les vêtements sont lavés ou quand les vêtements ou les chaussures sont éliminés en décharge ou se retrouvent dans l'environnement. Voilà, tout ça pollue. Mais oui, exactement. Donc ne participons pas, s'il vous plaît, à tout ça, sans parler de l'impact au niveau des dérèglements climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre de ce genre de plateforme, même de l'ultra fast fashion, c'est 10% au niveau mondial, quoi. C'est énorme et ça ne va faire qu'augmenter. Puisqu'en fait, comment on vous livre vos colis si rapidement, presque du jour au lendemain, c'est par avion, c'est pas par bateau. Donc ça veut dire qu'il faut savoir qu'actuellement, Shein et Temu monopolisent quasi un tiers des transports aériens cargo. D'accord. Oui, donc c'est énorme et ça ne va faire qu'augmenter. Alors qu'il y a, justement, tu me posais la question de comment faire, quelles sont les alternatives, mais il y a plein d'alternatives actuellement. C'est devenu même la mode d'acheter en seconde main. Donc, soit via les réseaux sociaux, des magasins magasins les petits riens à Bruxelles, etc. En brocante. C'est vrai que moi, je vois par exemple dans mon quartier, on a une page Facebook, on a plusieurs pages Facebook du quartier. Je vois énormément de parents qui remettent, soit qui donnent, soit qui revendent des lots entiers de vêtements pour enfants qui ont à peine servi. Exactement. Et on peut aussi demander autour de soi, les amis, etc. Donc, il faut vraiment privilégier ces canaux d'achat. Donc, la seconde main. Et puis, ça veut dire que la plupart des substances chimiques volatiles se seront déjà
ont déjà été émises et auront disparu. Mais ça ne veut pas dire que plus aucune substance chimique ne se trouvera dans le vêtement. Non, donc, il y a sûr. des substances comme les phtalates qu'on retrouve dans les placards plastiques imprimés sur les t-shirts, par exemple, oui, ou dans les décorations en plastique, etc. Ça, malheureusement, elles ne disparaissent pas avec le lavage, elles ne disparaissent pas non plus, elles ne sont pas émises dans l'air. Donc, si l'enfant porte le vêtement qui en contient en bouche, il va effectivement être en contact par la salive avec ces substances-là. Donc, mieux vaut éviter. On achète donc en seconde main. Si on veut acheter neuf, il faut regarder les labels. Mais pas n'importe quel label, parce qu'il faut faire attention aux autocertifications des fabricants. Oui. Il y a beaucoup de greenwashing au niveau du textile. Donc, il faut se baser sur les labels fiables comme Lucotex, le label GOTS, bien sûr le label européen, la fleur européenne, et alors le label pour le coton bio, le BCI. BCI. Oui. Donc, il faut effectivement regarder la composition du textile qu'on achète et privilégier les fibres naturelles, parce que ce que font ces plateformes pour justement vendre à moindre prix, c'est de fabriquer des vêtements avec des fibres synthétiques, donc venant de la pétrochimie. Oui. Donc, et c'est surtout là-dedans qu'on va retrouver des additifs, vraiment de substances chimiques dangereuses et toxiques. On estime plus ou moins à 2000, mais certains disent même, s'avancent pour dire même 10 000 substances chimiques utilisées dans le textile. Et là-dessus, actuellement, on en a identifié une centaine de dangereuses. D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on en a identifié qu'une centaine qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Il faut savoir que REACH est toujours en cours d'élaboration et donc il y a toujours des substances qui sont ajoutées au fur et à mesure. Par exemple, les dermatologues ont constaté qu'il y avait beaucoup plus d'allergènes que les 12 qui sont réglementés actuellement. Et donc l'ANSES, donc c'est l'organisme sanitaire français, vient de proposer une liste de 1000 nouvelles substances chimiques qui seraient susceptibles de provoquer des allergies. Oui. Et en plus, les dermatologues, qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que les normes réglementaires ne sont même plus assez sévères. Donc, certains patients, surtout des enfants, déclarent des allergies cutanées, des démangeaisons, des irritations, même ça peut aller jusqu'à des brûlures, avec par exemple le diméthylfumarate, ça peut aller jusqu'à des brûlures de peau. Et tout ça à des concentrations plus basses que les concentrations réglementaires. Oui. Donc il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin à faire. Oui. Bon, je sais que tu es intarissable sur le sujet et qu'on pourrait continuer à parler encore pendant une demi-heure de toutes les implications et de toutes les autres possibilités. Malheureusement, le but de cette formule, c'est de couvrir un peu le sujet dans une durée limitée. Donc merci beaucoup, Karine. De toute manière, toutes ces informations, tous ces détails, une fois de plus, sont sur le site de Testachat. Tout à fait. Donc rendez-vous là. Et si vous avez des questions, des observations spécifiquement pour Karine ou pour ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Stéphanie, à bientôt. Et cependant qu'on replace le micro à une bonne hauteur pour mon invitée suivante, j'invite à me rejoindre notre experte alimentation, Véronique Demierbe. On va parler café avec toi. Voilà un sujet qui me plaît, même si je sais que si tu abordes le sujet, c'est que je vais devoir changer des choses. Mais voilà. Bonjour Véronique, bienvenue à toi. Bonjour. Alors, on va parler café, mais pas n'importe quel café. On va parler Dolce Gusto, on va parler des capsules. Testachat a testé. C'est quoi exactement que vous avez fait autour de ces capsules? Oui, donc en fait, on a testé, on a analysé 13 marques différentes de capsules de type Lungo, donc uniquement les Lungo, pour les machines à café Dolce Gusto. Donc voilà, donc juste pour donner une idée, un café Lungo, c'est un café de 120 millilitres et donc ça correspond à cette tasse-là. Une tasse comme ça. Donc voilà. Le Lungo, c'est pas le grand mug, c'est pas un seau, c'est cette taille-là. C'est la petite, moyenne tasse. Voilà. Et pour évaluer la qualité des capsules à café, on a pris en compte différents paramètres. Donc déjà, on a pris en compte l'étiquetage. Donc on a vérifié que pour chaque produit figuraient les mentions obligatoires sur l'étiquette. On a analysé le prix. On a aussi testé le goût. On a vérifié la quantité de café présente dans les capsules par rapport à ce qui était indiqué. Et on a aussi donné une évaluation par rapport à l'impact environnemental, mais des emballages uniquement. Oui. Et sinon, on a fait des tests en laboratoire pour plusieurs choses. Donc des analyses chimiques
pour vérifier que les paramètres répondaient bien aux critères légaux. Et donc, ça concernait tout ce qui est taux d'humidité, teneur en cendres et aussi la solubilité dans l'eau. Et donc, en fait, ça, c'est important parce que, par exemple, le taux d'humidité, un café qui aura un taux d'humidité important va se dégrader beaucoup plus vite. Oui. L'extraction dans l'eau, la solubilité dans l'eau, pardon, ça indique le fait qu'un café soit corsé ou non. Et la teneur en cendres, ça donne une indication sur la pureté du café. Parce qu'un café non pur contiendra par exemple du sable ou de la terre. Donc voilà, il y a des critères légaux pour tout ça. Histoire de bien remplir la petite dosette, mais voilà. Pas forcément avec du café. Et on a aussi analysé en laboratoire les contaminants, donc par exemple l'acrylamide, qui est une substance qui se produit lorsqu'on chauffe à haute température certains aliments, comme le café ou les pommes de terre, si tu te rappelles bien, oui, pour les frites. On a parlé des frites, oui, je sais. Voilà, et donc en fait, tous ces sujets super démoralisants, sur toutes les bonnes choses qu'on ne peut plus manger. Non, qu'on doit manger de manière raisonnable. Voilà, tout à fait. C'est toujours le même mot. Vous pouvez les retrouver évidemment sur le site de Testachat. Je plaisante, mais je suis assez d'accord avec toi. Oui. Et pour rappel, l'acrylamide, en fait, le problème de l'acrylamide, c'est que c'est une substance cancérigène. Et donc, c'est pour cette raison qu'on l'a dosée ici. Et on a également vérifié en laboratoire la présence d'ochratoxine A, qui est en fait une toxine qui est produite par certaines moisissures. D'accord. Ok, donc c'est le package général et quel est le résultat? Qu'est-ce qui sort de cette analyse? Alors, ce qu'on peut conclure déjà, c'est qu'au niveau des paramètres légaux, donc des critères légaux, tout est OK. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Par rapport aux contaminants également, on n'en a pas retrouvé, donc c'est également une bonne nouvelle. Maintenant, il y a eu des petites différences par rapport à la quantité de café présente dans les capsules. Et il y a eu également des différences d'un produit à l'autre par rapport à l'évaluation environnementale des emballages. Donc finalement, sur l'évaluation totale, on va dire ce qui a vraiment joué, c'était principalement le test de goût et aussi les informations qui figurent sur l'étiquette. Donc par exemple, on a retrouvé un produit qui, selon nous, est totalement trompeur pour le consommateur, puisque sur l'emballage, on voit une image qui fait référence à l'Italie, alors que le produit n'est pas d'origine italienne. Oui. Donc voilà, c'est... Voilà, c'est du marketing pur, mais très discutable. Et au niveau du prix aussi, donc ça, c'est aussi un élément important. Oui, tout à fait. Donc on a remarqué que la plupart des capsules étaient quand même moins chères que la version originale de Dolce Gusto de Nescafé. Et d'ailleurs, le meilleur de notre test fait partie des moins chers. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir sur le site internet. Pour découvrir qui est ce grand gagnant. Les résultats, avec le détail des résultats surtout. Et aussi, on propose à chaque fois un guide d'achat qui permet à chaque consommateur de faire un choix plus éclairé aussi en fonction de ses préférences, mais aussi en fonction de son budget. Alors, tu disais tout à l'heure qu'un des aspects du test, c'était le goût. Comment est-ce qu'on peut tester le goût d'un aliment, du café ici en particulier, puisque s'il y a bien quelque chose de très personnel et de très humain, c'est le sens du goût. Je suis sûre que toi et moi, on n'aime pas le même café. Oui. Comment est-ce qu'on peut tester le goût? Oui, justement, c'est pour cette raison qu'en fait, on fait le test à chaque fois en laboratoire avec un panel de 60 consommateurs. Et donc, les 60 consommateurs, en fait, doivent donner leur opinion. Ils doivent évaluer différents aspects comme le goût, l'aspect physique, l'odeur, l'intensité, les arômes. Et ils doivent également se prononcer sur le fait si oui ou non ils achèteraient ce produit ou s'ils le reconsommeraient. D'accord. Donc voilà. Et par rapport aux résultats du test de goût, donc on a aussi remarqué que 3 produits avaient obtenu un score relativement similaire à celui du Dolce Gusto. Donc ils étaient considérés comme bons par le panel de consommateurs. Et de façon générale, 2 cafés obtenaient une moins bonne note, donc était moins bon par rapport aux 11 autres. D'accord. Ok. Et bon, alors maintenant qu'on a ces informations-là, donc le résultat, évidemment, sur le site de Testachat, vous allez aller voir où vous situez par rapport à votre préférence en matière de café, et puis voir le résultat de ce banc de test. Maintenant, par rapport à la santé, la consommation de café, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut en boire autant qu'on veut? Qu'est-ce que c'est beaucoup? Qu'est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on devrait en boire tous les jours, par exemple? Oui, alors j'imagine que tu le sais, mais chaque personne est un peu différemment sensible à la caféine. Donc, par exemple, certaines personnes vont boire plusieurs tasses par jour sans avoir aucun effet
aucun problème en tout cas, et d'autres vont boire une tasse et vont déjà ressentir des effets secondaires. Alors, le fait de consommer trop de caféine sur sa journée, c'est nocif pour la santé, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire trop ? Oui, alors justement, le Conseil supérieur de la santé recommande de ne pas dépasser 5,7 mg de caféine par jour. Donc, ça, c'est très barbare comme chiffre. Mais donc, en gros, pour une personne de 70 kg, ça reviendra à 400 mg de caféine par jour. Et donc, ça équivaut à environ 4 tasses. Donc, maximum 4 tasses. 4 longos. Voilà. D'accord. Pas des extra longos, pas des double expresso. J'allais dire, les doubles expresso, ça compte comme 1 ou comme 2 ? Ça compte comme 2. Ah, zut alors. Et donc, du coup, c'est maximum 4 tasses par jour. Maintenant, évidemment, pour les personnes qui sont hypersensibles à la caféine ou qui, en tout cas, sont anxieuses de base, ils ont tout intérêt à diminuer leur consommation de caféine. Pareil pour les femmes enceintes ou allaitantes. Donc là, les recommandations sont plutôt de 2 tasses maximum par jour. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter le risque de complications. Parce qu'il faut savoir qu'une femme enceinte qui surconsomme du café a un risque quand même accru de fausse couche ou d'avoir un bébé avec un petit poids de naissance. Donc, c'est pas rien. Et maintenant, là, on parle de café, mais il faut savoir aussi que la caféine, c'est présent dans différentes choses. Donc, on en retrouve aussi dans le thé, dans le chocolat, dans certains sodas. Mais dans le chocolat aussi, maintenant. Oui, et évidemment, les boissons énergisantes. D'accord. Oui, ça, c'est assez logique, effectivement. Avec la combinaison miraculeuse café-sucre, caféine-sucre, taurine, voilà, le cocktail détonnant par excellence. Ok, bon, il va falloir que je diminue un petit peu ma consommation de café, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venue, Véronique, parler café avec nous et puis nous donner les résultats de cette analyse. À très bientôt. À bientôt. Merci. Eh bien voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Alors, pour rappel, au cas où vous nous avez pris en cours de route, et comme ça, vous pouvez aller repérer la capsule qui vous intéresse en replay sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur le site de Testachat. Avec Stéphane Dechy, on a parlé de l'éventualité et la nécessité de changer de fournisseur d'énergie. Avec Thomas Egalin, on a parlé de la possibilité d'avoir une déduction d'impôt pour les activités de garde d'enfants dans certaines conditions très précises. On a parlé du danger pour la santé des produits proposés par les plateformes de fast fashion comme Shein par exemple. Et Véronique Demierbe nous a parlé des capsules de café Dolce Gusto et surtout du banc d'essai qui a été fait avec les différentes alternatives d'autres marques, mais pour ce même type de machine. Voilà, tout ça vous le retrouvez bien entendu sur le site de Testachat. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on traite d'autres sujets, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, un petit message via les 1001 manières que vous avez de nous contacter. On se fera un plaisir d'y faire suite dans nos prochaines capsules. D'ici là, faites de très bons choix et à bientôt.